L'une des grandes, l'une des impressionnantes figures de la littérature contemporaine est avec nous ce soir dans le cadre de la parution de son nouveau roman. Alain Ulysse Tremblay, bonsoir. Bonsoir Roberta. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Merci de votre présence. Ah, ça me fait plaisir. Vous venez de faire paraître votre 10e roman. Oui. La vieille à Pitou. Oui. Titre étonnant qui se distingue de vos œuvres précédentes. Oui, parce que c'est foncièrement une œuvre différente de ce que j'ai déjà produit. Donc, c'est peut-être une œuvre qu'on pourrait qualifier d'hors corpus. OK, donc c'est un roman. Mettons que pour moi, La vieille à Pitou, ça a été l'établissement de mon roman des 1001 rires, par exemple, parce que le roman fait 500 pages. Je promets au lecteur 2 rires par page. Titre étonnant qui se distingue de vos œuvres précédentes. On pense à La valse des bâtards, La vie d'Elvis, Noir Cassade, Sympathie pour le destin, Big Will. On pense aussi à votre participation au collectif Les Derniers Vivants. Et enfin, Les fruits sauvages du 8e jour. C'est mon roman charlevoisien. Oui, Les fruits sauvages du 8e jour, je l'ai construit en pensant à ma grand-mère, qui a été une de mes mères, disons, qui a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, un conteur. Donc, ma grand-mère rêvait beaucoup et le matin me racontait ses rêves. Donc, si elle rêvait, par exemple, elle rêvait beaucoup que je mourrais tragiquement. Donc, le matin, petit, elle me parlait de la manière dont j'étais mort durant la nuit. Et là, je mangeais ma mort en même temps que mes céréales, mais c'est très bien. C'est surprenant. Ben oui, si on veut, mais pas tellement quand on a une grand-mère sorcière. Oui. Oh, bon. Mais quelle chance! Ah oui, J'aurais une chance inespérée, si on veut, pour un écrivain. Oui. Des histoires et Oui. du 3e sens, 6e sens. Ou même du sens le plus ordinaire possible. Comme par exemple, ma grand-mère, si elle décidait de nous raconter Le Petit Poucet, ce n'était pas la version courte qu'on connaissait. Non, la version durait 3/4 d'heure, 1 heure, et il y avait toutes sortes de choses au Petit Poucet. Donc, il y a eu... Inspirant. Oui, l'inventivité, la créativité s'est développée de ce côté-là. Si nous revenons sur votre dernier roman, La Oui. vieille à Pitou, Oui. qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Comme le protagoniste est un chien, le protagoniste principal, le héros de cette histoire, il fallait que je lui attribue un être humain pour qu'il puisse, s'exprimer et passer exactement les messages qu'il voulait passer. En fait, quel message qu'un chien peut vouloir passer à l'humanité, ça je vous laisse deviner. Ce n'était pas mon propos non plus d'en faire un traité de philosophie. Mais bon, La vieille à Pitou, c'est comme revenir un peu à une forme de conte, si on veut, oui. Par la signature Oui, de ce titre. Comme je disais tantôt, c'est mon roman des 1001 rires. Donc, il y a plein d'histoires là-dedans. Ce n'est pas que l'histoire de la dernière journée de vie de cette vieille personne qui est accompagnée par son vieux chien. Donc... Cette vieille que ce narrateur semblant venir du futur décrit, est-elle un personnage que vous avez bien connu? Ou est-elle issue de votre imagination fertile? je serais tenté de dire que je l'ai créé, comme toute chose, mais ce serait prétendre à ce que je ne suis pas. C'est un personnage qui me vient... j'ai créé un amalgame à partir de plusieurs personnages que j'ai rencontrés. Ce n'est pas une seule personne, c'est une personne que j'ai connue, qui était ma 3e voisine il y a une 20aine d'années. Ça s'est amalgamé avec une autre personne
que j'ai rencontrés dans tel autre contexte. Bon, sans donner cette vieille-là, cette vieille qui vit de multiples aventures. D'ailleurs, il faut le dire, elle revit sa vie dans 24 chapitres. Et c'est sa dernière journée de vie sur Terre. Ça n'a absolument rien de triste. Au contraire. C'est magnifique. Et ce Pitou? Oui. Oh, chien magnifique. Parlez-nous de cet animal qui accompagne justement cette femme dans ses derniers moments de vie. Oui, c'est un passeur. Pitou est un passeur dans le sens traditionnel du terme. C'est donc dire que on pourrait l'associer, par exemple, à Charon dans la mythologie grecque. Charon qui faisait traverser les âmes des défunts, faisait traverser le Styx pour les amener aux portes de l'enfer. Bon, en fait, est-ce que Pitou va conduire sa vieille maîtresse aux portes de l'enfer? Pas vraiment. Parce que quand on arrive dans la vallée de Josaphat, où c'est déjà l'enfer de trouver un parking pour un chameau, comment voulez-vous qu'un chien et sa vieille arrivent à se faufiler à travers la foule? Oh, c'est très touchant. Ah, merci. On peut dire que vous oscillez entre un roman réaliste, pataphysique, surréaliste et encore autre. Ce roman est aussi un roman qui glisse vers une avenue que la littérature n'avait pas connue depuis longtemps. Ce langage exploréen. Le langage exploréen, que je ne sais pas si je pourrais qualifier ce texte d'exploréen. C'est sûr qu'il y a quelques envolées, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Gauvreau, par exemple, ou l'œuvre d'autres grands exploréens, autant européens que nord-américains. Écoutez, non, je pense que le roman se prêtait bien à jouer avec la structure de la langue et à créer peut-être non pas de nouveaux sens, mais certainement de nouveaux sons. Parce que ma vieille, elle est sourde, elle n'entend pas. Donc, moi, j'en ai profité pour jouer avec les sons autour d'elle, comme un enfant malcommode, par exemple, qui sait que sa mère ne peut pas l'entendre et qui sort le tambour et qui tourne autour d'elle. En dansant, bon, c'est ça. Ouais. Dans vos romans, la question des plus démunis dans ce monde semble très présente. Vous semblez repêcher vos personnages, si je puis m'exprimer ainsi, du réel pour les faire transcender dans un monde qui frôle souvent, sinon le fantastique, un monde imaginaire absolument débridé. Oui, effectivement. La réponse la plus courte que je pourrais apporter à ça, c'est que ce sont les plus démunis qui ont le plus besoin de rêver. Ce ne sont pas les gens qui sont nantis, qui ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et là, bon, on va dire, Monsieur Tremblay, vous êtes quelqu'un de gauche. Et j'en suis fier, oui, aucun problème avec ça. Mais oui, j'ai souvent pris comme modèle les gens de la rue, les squeegees, les sans-abri, les travailleurs de rue, ça a constitué la matière première d'une certaine période romanesque qui comporte une série de 10 romans. Et là, il y en a 6 décrits pour l'instant, là-dedans. Bon, Dans votre œuvre, on retrouve beaucoup d'Amérindiens. Les Premières Nations semblent vous inspirer. M'inspirer, oui. D'une certaine manière, je trouve que on n'a pas assez écouté les peuples autochtones. On s'est contenté de les laisser vivoter soit dans des réserves ou soit en les excluant carrément, même des réserves, on les envoie, pas qu'on les envoie, mais on les a pris, on les a envoyés dans des séminaires de force dans les années 50-60 pour... Les pensionnats. Les pensionnats, c'est ça. Pour leur faire perdre leur langue, leur habitude et leur inculquer la vie à vivre selon les Blancs. Pour ma part, moi, j'ai du sang autochtone, oui. Sauf que comme tout autochtone, métis, hors réserve,
l'affiliation est très dure à établir. Ma mère dit que probablement qu'on est du côté des méchants chez nous, que ce serait Iroquois, Mohawk, bon, et que mon père irait plus du côté des montagnais, ceux qu'on appelle les Inuits aujourd'hui, et qui réclament avec beaucoup de fierté leur droit sur le territoire. Les écrivains passent leur vie à chercher leur style propre, à développer, à se créer leur signature personnelle. Alain Ulysse Tremblay, vous semblez avoir cette étrange capacité à glisser entre les styles avec une aisance épatante. De Noir Cassade à La vieille Apitou, en passant par Les fruits sauvages du 8e jour, ces 3 livres auraient pu avoir été écrits par 3 auteurs différents. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement pour le lecteur, mais c'est moi qui les ai écrits tous les 3. Je ne crois pas non plus être possédé par quelque démon que ce soit qui me pousse à changer de style à chaque fois. Non, pour moi, ça doit rester un jeu, l'écriture. Si ce n'est pas un plaisir de créer en adoptant un nouveau style à chaque fois, alors ça devient un travail. C'est aussi emmerdant que de remplir les nids de poules au printemps dans la ville de Montréal. Donc, non, mon Dieu, je ne voudrais pas être excommunié. Par contre, je prête souvent ma plume à d'autres voix. D'où viennent ces voix? On ne le sait pas. Avant, on disait c'est une forme de possession ou c'est une forme d'hystérie. On disait ça dans le cas des femmes notamment. Je ne sais pas d'où viennent ces voix-là. Sans doute juste du plaisir à exploiter leur discours. C'est pour ça d'ailleurs que dans La vieille Apitou, j'ai pris l'avenue de ne pas raconter au jeu. Donc, mon personnage est un professeur omniscient qui vit dans le futur et qui transporte sa classe dans nos mondes contemporains pour nous faire visiter un certain aspect de la vie d'une personne qui a une certaine importance pour un certain pays. Il faut le dire, ça. Bon, ouais. Une importance historique, folklorique et en même temps touristique, culturelle et tout ce qu'on veut. Dans La vieille Apitou, la charge sexuelle, même si non explicitement exprimée, est très présente. On n'a qu'à penser à cette scène magistrale. Entre l'homme qui était né avec un marteau à la main et la belle Auburn, ont eu une relation extra-conjugale. Oui, oui, oui. Mais écoutez, j'essaie de ne pas trop appuyer sur le sexe. C'est parce que sinon ça va y faire mal, je vais l'écraser. De ne pas trop appuyer sur le sexe dans mes romans en général. Sauf que là, la relation entre Auburn et cet homme marteau se devait d'être quand même assez explicite et mis en scène d'une manière, on pourrait dire, burlesque. Okay? Donc, c'est une comédie. On entre là-dedans et on se retrouve dans une scène de baisse qui n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Du moins, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Coloré. Coloré. Excitant. Émoustillante. Oui. Aussi, oui. Oui. Je serai donc excommunié par votre faute, Roberta. Oh non. Ouais. C'est l'amour, la passion. Écoutez, vous êtes un homme pour le moins imposant. Oui. Impressionnant. Mais lorsqu'on vous rencontre, on ressent votre raffinement,
votre grande culture et surtout, enfin surtout, votre extrême gentillesse. Ah, c'est gentil. On doit vous dire souvent que votre image brise avec ce que vous possédez intérieurement. Oui, 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 on me traite d'ours. On me voit comme, je sais pas, une sorte de grand géant maléfique, parfois un Wendigo. J'ai souvent été comparé à un Wendigo ou à Kamashishtit, qui est le diable en question pour les Amérindiens, pour les Inuits, entre autres. J'ai l'impression que j'ai un petit côté chamanique inexploité et que je le laisse de côté, je ne veux pas trop y toucher. Bon. Ce qui pourrait être positif aussi. Oui, mais ça peut être négatif. Et je commence à me faire vieux, je suis un peu tanné de me battre contre les anges et les démons. Oui, je rêve d'un bel oasis tranquille où je pourrais écrire des romans d'amour qui ne feront de mal à personne. Sinon, réjouir les belles dames comme vous. Ce qui fonctionne à merveille. Alain Ulysse Tremblay. Roberta, Merci beaucoup pour cette rencontre. ce fut un plaisir pour moi. Et moi de même. Et j'espère humblement qu'un jour, j'apprendrai que je vous aurai inspiré pour le nouveau personnage de vos prochains livres. Qui sait, c'est toujours dangereux de côtoyer les écrivains. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Merci. Merci.